La plupart des gens ne pensent pas au pétrole lorsqu'ils réfléchissent à leur avenir financier. Ils pensent à leur 401k, à leur taux hypothécaire, peut-être au S&P 500. Le pétrole semble lointain, géopolitique, abstrait, quelque chose dont les traders débattent sur leurs écrans. Pourtant, le pétrole est un levier intégré à l'économie mondiale. Quand il bouge, votre structure de coût bouge. Et quand votre structure de coût bouge, votre marge de liberté change. Cette semaine, le Brent a dépassé les 72 $ le baril, en hausse d'environ 2,4%, tandis que le West Texas Intermediate est monté à près de 67 $, en hausse de 2,6%. En surface, cela ne semble pas spectaculaire. Quelques dollars, quelques points de pourcentage. Mais le pétrole n'est pas coté isolément. Il est coté avec une prime de risque superposée à une chaîne d'approvisionnement mondiale déjà fragile. Exxon et Chevron ont progressé en préouverture. ConocoPhillips a suivi. Les marchés réévaluaient les probabilités. Le déclencheur, les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran n'ont pas abouti à un accord. Les investisseurs évaluent désormais la diplomatie face à l'escalade. Et cet écart, entre paix et perturbation, est l'endroit où vit la volatilité du pétrole. Si vous gagnez 150 000 $ par an et que vous vous sentez financièrement étroit, ce n'est pas une histoire géopolitique, c'est une histoire de marge. L'énergie est intégrée au transport, à la production, à l'alimentation, à la logistique. Lorsque le pétrole passe de 65 à 80 $, cette hausse se répercute à chaque niveau du système. Elle apparaît progressivement. Billets d'avion 8% plus chers, coûts d'expédition en hausse de 5%, factures alimentaires en hausse de 3 à 4%. Pas catastrophique, juste persistant. Les discussions ont lieu dans l'ombre du plus important déploiement militaire américain en Moyen-Orient depuis des décennies. L'administration Trump a été explicite sur sa volonté d'éliminer la capacité d'enrichissement d'uranium de l'Iran si elle représente un risque nucléaire. Téhéran affirme n'avoir jamais cherché à se doter d'une arme. Les marchés ne négocient pas la morale, ils négocient des distributions de probabilités. Barclays estime qu'en cas de perturbation significative de l'approvisionnement, par exemple 1 million de barils par jour retirés du marché, le Brent pourrait atteindre 80 $ le baril. Ce n'est pas un scénario d'apocalypse dramatique. La demande mondiale tourne autour de 100 millions de barils par jour. Une perturbation de 1% peut réévaluer toute la courbe des prix, car le pétrole fonctionne avec une faible capacité excédentaire et une demande peu élastique à court terme. Vous continuez à aller travailler en voiture, les avions continuent de voler, le fret continue de circuler. Barclays note également qu'il existe actuellement une prime de risque d'environ 3 à 5 $ par baril intégrée au prix. Autrement dit, une partie des 72 $ actuels ne reflète pas les fondamentaux de l'offre et de la demande, elle reflète la peur. Historiquement, les traders effacent souvent cette prime lorsque les tensions s'apaisent, mais cela suppose l'absence de rupture structurelle. Voici où cela devient personnel. Imaginez que le pétrole s'établisse en moyenne à 80 $ au lieu de 70 pendant les 12 prochains mois. Cela représente une hausse d'environ 14%. Si les coûts énergétiques représentent 7% des dépenses directes et indirectes d'un ménage moyen et que cette composante augmente de 10%, vos dépenses annuelles totales augmentent effectivement de 0,7%. Sur un niveau de dépenses de 90 000 $, cela représente 630 $. Pas de quoi bouleverser une vie. Mais ajoutez à cela l'inflation alimentaire, les ajustements d'assurance et les coûts d'intérêt, et soudain votre taux d'épargne passe de 20% à 17%. Cet écart de 3%, capitalisé sur 20 ans avec un rendement de 7%, n'est pas négligeable. Sur un revenu de 150 000 $, une réduction de 3% de l'épargne annuelle représente 4 500 $ par an. Investi chaque année pendant 2 décennies, cela correspond à environ 195 000 $ de valeur future. La géopolitique vient de renier vos options futures. Les prix de pétrole ont encore augmenté d'environ 2% alors que les traders se préparaient à d'éventuelles perturbations d'approvisionnement. Le Brent s'est établi autour de 72,48 $. Le ton de Washington s'est durci. Parfois, il faut avoir recours à la force. Les marchés interprètent cela non pas comme de la rhétorique, mais comme un changement dans la volatilité attendue. Il y a ici un piège psychologique. Parce que les hausses de pétrole semblent temporaires, les gens n'ajustent pas leur système. Ils absorbent le coût. Ils laissent la marge de profit de leur économie personnelle se comprimer.
Si votre ménage fonctionne comme une entreprise avec une marge d'épargne de 15% et que les coûts d'entrée augmentent, vous augmentez soit vos revenus, soit vous réduisez vos dépenses pour protéger votre marge. La plupart des ménages ne font ni l'un ni l'autre rapidement. Ils supposent un retour à la normale. Mais le retour à la normale n'est pas garanti. Même si les tensions s'apaisent et que la prime de risque de 3 à 5 dollars disparaît, la fragilité structurelle demeure. Un seul point d'étranglement peut réévaluer le commerce mondial du jour au lendemain. Ce qui nous amène au détroit d'Ormuz. Environ 20% de pétrole mondial transite par ce passage étroit entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes, Irak, Koweït, Iran, tous en dépendent. Ajoutez le gaz naturel liquéfié du Qatar et vous obtenez une part significative du flux énergétique concentré dans un seul corridor. À la suite de frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, plusieurs propriétaires de pétroliers et maisons de négociation auraient suspendu leurs expéditions via Ormuz, après que Téhéran ait signalé la fermeture de la navigation. Les pétroliers ont ralenti, fait demi-tour et mouillé près de ports comme Fujairah. Certains navires ont reçu des transmissions directes indiquant qu'aucun bâtiment n'était autorisé à passer. La Royal Navy a répondu que ces ordres n'étaient pas juridiquement contraignants, mais la marine américaine a averti qu'elle ne pouvait garantir la sécurité de la navigation dans l'ensemble du Golfe. Même un arrêt temporaire crée un choc d'approvisionnement. 14 méthaniers ont ralenti ou arrêté. Si les exportations de GNL du Qatar sont retardées, les prix du gaz en Europe réagissent. Si les prix du gaz réagissent, les prix de l'électricité suivent. L'énergie n'est pas une matière première de niche, c'est le système sanguin des économies industrielles. Maintenant, pensez en termes de système. Quand 20% de l'offre pétrolière transite par un seul corridor et que ce corridor devient instable, la tarification ajustée du risque change. Pas de façon permanente, mais de façon probabiliste. Les coûts d'assurance augmentent, les contrats de fret sont réévalués, les courbes de contrat à terme se tendent. Si le Brent passe de 72 à 80 dollars comme le suggère Barclays dans un scénario de perte d'1 million de barils par jour, cela représente une hausse de 8 dollars, plus de 11%. Les compagnies aériennes se couvrent, mais pas parfaitement. Les entreprises de transport routier répercutent des surtaxes. Les marges de production se compriment ou les prix augmentent. Le consommateur absorbe progressivement. Et voici la vérité inconfortable. Si votre plan financier ne fonctionne que dans un régime énergétique stable et peu volatile, il est fragile. La véritable richesse ne se base pas sur l'hypothèse que les coûts d'entrée restent modérés. Elle se base sur une capacité excédentaire. Dans un ménage, la capacité excédentaire ressemble à un taux d'épargne de 25 à 30% plutôt que 10% ou 15%. Elle ressemble à des dépenses fixes inférieures à 50% de revenus. Elle ressemble à un levier faible par rapport au flux de trésorerie. Car lorsque les chocs macroéconomiques frappent, pétrole à 80 dollars, taux à 6%, prime d'assurance en hausse de 12%, vous ne négociez pas avec la réalité, vous l'absorbez sans dérailler votre trajectoire à long terme. Il y a également un effet de second ordre. Des coûts énergétiques plus élevés peuvent ralentir la croissance, ce qui met les bénéfices des entreprises sous pression. Si les bénéfices se contractent de 5 à 10% et que les multiples se resserrent, les marchés actions se réévaluent. Cela ne signifie pas panique, cela signifie volatilité. Si vous investissez 2000 dollars par mois de façon constante, la volatilité est manageable. Si vous êtes surendetté et comptez sur des rendements stables de 8% pour financer un plan de retraite fragile, la volatilité devient existentielle. Remarquez le schéma. Le pétrole ne concerne pas seulement le prix à la pompe, il concerne l'optionnalité. Lorsque la volatilité énergétique augmente, l'écart entre paraître financièrement stable et être réellement stable s'élargit. Beaucoup de professionnels gagnant entre 120 000 et 200 000 dollars se sentent à la traîne non pas par manque de revenus, mais parce que leur structure de coûts s'est élargie pendant une décennie d'argent bon marché et de matières premières relativement stables. L'inflation du style de vie a ancré un niveau de base élevé. Lorsque le pétrole augmente de 10%, les assurances augmentent de 15% et les taxes foncières progressent de 6%, ils se sentent sous pression, non pas parce qu'ils sont irresponsables, mais parce que leur marge était faible. Les marchés pourraient finalement effacer la prime de risque géopolitique. Le Brent pourrait retomber à 68 dollars si les négociations reprennent et que les navires circulent librement par Ormuz. Ou il pourrait tester les 80 dollars si seulement 1% de l'offre mondiale est perturbée. Le chiffre exact importe moins que la leçon.
La volatilité énergétique rappelle que le risque macroéconomique est asymétrique. Vous n'obtenez rarement une baisse soudaine de 15% sur votre facture d'épicerie. Vous obtenez souvent une hausse régulière de 5 à 10% des coûts essentiels sur quelques années. L'inflation alimentaire, les relèvements d'assurance, les socs d'intérêt s'apesantissent silencieusement. De même que les rendements des investissements. Donc la question n'est pas « le pétrole atteindra-t-il 80 $? La meilleure question est « si le pétrole reste élevé pendant 12 à 24 mois, mon modèle financier fonctionne toujours ». Si vos dépenses annuelles sont de 100 000 $ et que vous épargnez 20 000 $, vous avez une marge de 20%. Si la hausse des coûts porte vos dépenses à 105 000 $ et que votre revenu reste stable, votre marge tombe à 17%. Cet écart de 5% sur une décennie modifie significativement la trajectoire de votre patrimoine net. La richesse, en termes pratiques, est la distance entre votre coût de vie nécessaire et la base de vos actifs investis. Les chocs au pétrole, les chocs de taux, les chocs fiscaux, tous cherchent à réduire cette distance en augmentant le côté de la coût de l'équation.